Au dîner de Noël, mon grand-père leva son verre et sourit à travers la table. Puis il dit, « Tu aimes la maison que je t'ai achetée ?» Toutes les fourchettes s'immobilisèrent. Je clignai des yeux, perplexe. Quelle maison! Un silence de mort s'installa. La main de ma mère glissa de son verre de vin, son visage se figea. Le sourire de grand-père s'effaça. Il repoussa sa chaise, un bruit qui déchira le silence. « Montre-moi l'acte de propriété, maintenant. » Ce fut le moment où tout bascula. Mais ce que personne ne savait, ce que même grand-père ignorait encore, c'est que ce dîner avait été planifié bien avant qu'il ne s'assoie. 2 semaines auparavant, je ne pensais ni aux actes de propriété ni aux maisons. Je pensais aux loyers impayés et à la possibilité de manger des nouilles instantanées 3 soirs de suite. Mon appartement à Portland était petit, le genre d'endroit où le chauffage vibrait plus fort que mes pensées. Mais il était à moi, ou du moins la seule chose que je payais moi-même. Chaque décembre, mes parents aiment me rappeler que l'indépendance forge le caractère. Ils l'ont dit juste après avoir posté des photos de leur séjour au ski et de leur nouvelle voiture. Les messages de maman commençaient toujours par des mots doux et se terminaient par une pique. « Tu devrais apprendre à gérer ton argent comme les adultes. » Je ne répondais jamais. Le silence était le seul moyen de maintenir la paix dans notre famille. La seule personne qui ne m'a jamais fait me sentir insignifiante était grand-père Edward Brooks. Il était tout ce que mes parents prétendaient être, discipliné, juste, d'une force tranquille. Quand j'avais 22 ans, il m'a dit « Un jour, je ferai en sorte que tu aies ton propre chez toi. » À l'époque, j'ai cru qu'il parlait de conseils, pas d'une maison. Il aimait les projets, pas les surprises. C'est pourquoi, quand il m'a appelé une semaine avant Noël, j'ai senti quelque chose d'étrange dans sa voix. Il a dit « Cette année, j'ai un cadeau spécial pour toi. » J'ai ri. « Grand-père, tu n'es pas obligé de m'offrir quoi que ce soit. » Il a ri doucement. « Oh, c'est déjà fait. » Je n'y ai plus repensé jusqu'à plus tard dans la soirée, en faisant défiler les photos sur mon téléphone, les yeux rivés sur les publications de mes parents concernant leur dîner à Napa. Vin rouge, sourires éclatants, le tout avec la légende « La famille, c'est sacré ». J'avais l'impression d'être la cible d'une plaisanterie. J'ai raconté l'appel à mon amie Clara. Nous étions dans notre café habituel, penchés sur nos ordinateurs portables, faisant semblant de travailler. Elle a souri en coin. « Un cadeau spécial, hein ? Peut-être qu'il a enfin compris que tu mérites mieux que le reste. » J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Ou peut-être était-ce encore une leçon de morale déguisée. Dehors, les guirlandes de Noël scintillaient sous la pluie. À l'intérieur, mon café avait refroidi. Je ne le savais pas encore, mais le cadeau dont parlait grand-père n'attendait pas sous le sapin. Il attendait de révéler tout ce que je croyais savoir de ma famille. Quelques jours plus tard, je cherchais la facture d'un client sur mon ordinateur portable lorsqu'un courriel inconnu est apparu avec pour objet « Félicitations pour la vente réussie de la propriété de Pacific Land ». Au début, j'ai cru que c'était un spam. Puis j'ai remarqué l'adresse « Pacific Land ». Mon cœur a fait un bond douloureux. C'était la même rue dont grand-père avait parlé des années auparavant, l'endroit où, disait-il, ma lumière s'accorderait parfaitement. J'ai relu le message, la gorge serrée. Vendu. Mais vendu à qui? J'ai appelé maman. D'une voix légère. Dis, question comme ça. Est-ce que grand-père a finalement acheté une maison sur Pacific Land? Il y a eu un silence qui a duré plus longtemps que prévu. Puis sa voix est devenue désinvolte. Ah, ça. Non. Le marché immobilier s'est effondré cette année-là. Tu te souviens? Ça n'a rien donné, n'est-ce pas? Ai-je dit lentement. Parce que j'ai reçu ce mail bizarre. Elle a eu un hoquet. Angelina, tu ne devrais pas ouvrir les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu te poses toujours trop de questions. Et sur ces mots, elle a raccroché. Je suis restée assise là, mon téléphone vibrant dans ma main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pour la première fois, son calme sonnait comme de la peur. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque craquement dans mon appartement me semblait un murmure. Ils ont menti. J'ai creusé davantage, remontant la piste de l'email jusqu'à une agence immobilière de Lake Oswego. Le lendemain matin, j'ai appelé, me faisant passer pour un acheteur intéressé par les ventes récentes. L'agent a confirmé que la maison avait été vendue il y a 3 ans au nom de Thomas Brooks. J'étais paralysée,
incapable de sentir mes mains, mon père, ma mère. Il l'avait vendu sans rien me dire. Quand grand-père a appelé plus tard pour confirmer le dîner de Noël, j'ai failli tout lui avouer, mais quelque chose en moi s'est figé. Je n'étais pas prête à lui briser le cœur. Alors, j'ai simplement dit, bien sûr que je serai là. J'apporterai le dessert. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre la neige tomber, les lumières de la ville se brouillant à travers la vitre. Clara m'a envoyé un message pour savoir si j'allais bien. J'ai répondu. Je crois que mes parents m'ont volé quelque chose qui m'était destiné. Elle a répliqué. Alors assure-toi qu'ils me le rendent eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé mon ordinateur portable et murmuré dans la pièce vide. Bon, alors, dîner de Noël. 3 jours avant Noël, j'ai traversé la ville sous une pluie glaciale pour aller au bureau de grand-père. Son assistante, Sarah, m'a accueilli avec son sourire calme habituel, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. De l'hésitation, peut-être de la culpabilité. Je voulais juste déposer son cadeau en avance, ai-je dit, en essayant de paraître naturel. Mes doigts tremblaient autour du petit paquet emballé. Elle a hésité, puis a baissé la voix. Monsieur Brox pensait que vous aviez déjà emménagé. Pendant un instant, ces mots n'avaient aucun sens. Emménagé où? Sarah a regardé autour d'elle, puis a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en papier craft. Il parle de sa fierté de savoir que vous avez enfin votre propre appartement. Celui de Pacific Lan. J'ai eu l'impression que le monde basculait. Pacific Lan, ai-je répété. Elle a hoché la tête, chuchotant maintenant. Il l'a acheté il y a 2 ans. Il a dit qu'il était à votre nom. Il a dit que vos parents s'étaient occupés des papiers. Son regard s'est adouci. Il croit vraiment que vous y vivez. J'ai dégluti difficilement. Puis-je voir quelque chose? Elle hésita de nouveau, puis me tendit discrètement une photocopie de l'acte original, mon nom en gras, sans équivoque, et agrafa derrière un autre formulaire, un contrat de vente signé par Thomas Brox, la signature de mon père. Dehors, le froid me transperça. Assise dans ma voiture, je serrai les papiers si fort qu'ils se froissèrent. J'avais envie de crier, mais seul le tic-tac du clignotant s'échappa de mes oreilles. J'avais oublié de l'éteindre. Ce soir-là, j'appelai Clara. Ils l'ont vendu, dis-je sèchement. Ils ont pris ce qui m'appartenait et lui ont dit que je l'avais. Elle resta silencieuse un instant, puis demanda doucement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dîner, répondis-je. Le lendemain matin, je rencontrai Mark Steele, l'avocat de mon grand-père depuis toujours. Je ne lui dis pas tout, juste assez pour le faire froncer les sourcils. Vous serez là, n'est-ce pas? Demandai-je. Il m'examina. Voulez-vous que je protège votre grand-père ou que je dénonce vos parents? Les deux, répondis-je, dans cet ordre. Quand je suis sortie de son bureau, la pluie s'était transformée en neige. Portland était déserte, ses rues d'un blanc immaculé, tout semblait propre, intact, sauf que je savais la vérité. Je suis rentrée chez moi en voiture, j'ai replié les papiers dans le dossier et je les mis dans mon sac. Mon reflet dans la vitre paraissait plus calme que je ne l'étais. Il croit avoir un plan, ai-je murmuré. Mais moi aussi. La nuit de Noël est arrivée, baignée de lumière dorée et d'une tension palpable. La famille Brock s'était réunie autour d'une table, un séjour qui s'éternisait, trop long pour le nombre de cœurs qui s'en souciaient encore. Le lustre scintillait. Le cristal reflétait les flammes de la cheminée en marbre. Des rires flottaient comme de la fumée de Seine. Plutôt faux, trop répété. Assise en face de mes parents, j'écoutais d'une oreille distraite leurs récits d'investissement et de vacances. Chaque mot me hérissait le poil. Grand-père trônait en bout de table, le seul dont le sourire paraissait encore sincère. Il avait toujours été le pilier de cette famille, imperturbable, inébranlable. Je me demandais ce qui se passerait quand il comprendrait que tout ce qu'il avait bâti reposait sur des mensonges. Il leva son verre. « À la famille », dit-il chaleureusement. Le rouge à lèvres de ma mère scintilla lorsqu'elle me sourit. Toujours. Je croisai son regard un instant. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui semblait trop calculé. Je dus me mordre la langue pour ne pas lui demander pourquoi. Le dîner se poursuivit dans une conversation polie, de celle où chacun parle mais où personne n'écoute. Grand-père me demanda comment allait mon travail, mes clients, si les affaires marchaient bien. « Ça va »,
dis-je en essayant de garder un ton égal. Pas aussi rentable que de vendre la propriété de quelqu'un d'autre, cependant. La fourchette de maman tinta contre son assiette. Excusez-moi. Rien, murmurai-je, mais la chaleur commençait déjà à me monter à la poitrine. Grand-père laissa échapper un petit rire, essayant de détendre l'atmosphère. Tu as toujours été perspicace, Angie. Puis, presque comme pour tâter le terrain, il se pencha légèrement en avant. Au fait, tu aimes la maison que je t'ai achetée. Pendant une demi-seconde, je crus avoir mal entendu. Le rire cessa. Le bourdonnement du lustre se mua en silence. Je clignai des yeux. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais ma voix était faible. Quelle maison? La question claqua dans l'air. La main de maman glissa de son verre de vin rouge, qui se répandit sur la nappe comme du sang sur la neige. La mâchoire de papa se crispa. Le regard de grand-père oscillait entre nous, la confusion grandissant. Quelle maison? Répétai-je plus fort cette fois. Grand-père posa son verre, le pied cliquetant contre le bois, son visage passant de l'incrédulité à la colère. Montrez-moi l'acte de propriété, maintenant, tenta papa le premier, la voix tremblante mais sur la défensive. Papa, ce n'est pas le moment. C'est justement le moment, coupa grand-père d'un ton calme mais tranchant comme du cristal. Je te faisais confiance pour gérer cette propriété pour elle. La voix de maman se brisa. Édouard, je t'en prie. Nous ne faisons que Lilian, dit-il, les yeux fixés sur les siens. Ne m'insulte pas avec un autre mensonge. Chaque son dans la pièce semblait amplifié, le crépitement du feu, le tic-tac de l'horloge, mon pouls qui s'emballait. Sarah apparut par la porte latérale comme si elle attendait son tour. Elle tendit une enveloppe brune à grand-père. Il n'y a même pas jeté un coup d'œil avant d'appeler Marc. Marc Steele entra, mallette à la main. Monsieur Brox, dit-il d'un ton égal. Vous m'avez demandé de vérifier certaines transactions en début de semaine. Je pense que ceci vous intéressera. Il ouvrit la mallette et étala les documents sur la table. Je vis mes parents se décomposer. Marc désigna la première page. Voici l'acte d'achat original. Acheteuse, Angelina Brox, signé et notarié. Il tourna la page. Vente effectuée 3 mois plus tard par Thomas Brox. Transfert de fonds confirmé ici. La main de grand-père tremblait tandis qu'il suivait les signatures du doigt. Vous avez vendu sa maison, murmura-t-il. Celle que j'avais achetée pour son avenir. Papa déglutit difficilement. On arrivait juste à joindre les deux bouts. Elle n'était pas prête. Prête pourquoi? Rétorquai-je, la colère explosant. Pour avoir quelque chose à moi et ne plus avoir besoin de vous. Maman tendit la main vers moi, désespérée. Chérie, on l'a fait pour toi. Tu souffrais. On pensait. Je retirai ma main. Non, tu pensais pouvoir le cacher. L'air était lourd d'une chaleur étouffante, de celle qui précède l'orage. Grand-père se leva lentement, délibérément. Le grincement de la chaise sur le sol fit sursauter tout le monde. À partir d'aujourd'hui, dit-il, tu ne parleras plus jamais en son nom. Un silence de mort s'installa. Maman se mit à pleurer, le mascara coulant sur ses joues. Édouard, on ne voulait pas lui faire de mal. Mais si, dit-il doucement. Et tu l'as fait en souriant par-dessus ma table. Il plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit une petite pochette en velours. Une clé argentée se glissa dans sa paume. Il me regarda. Elle était destinée à toi, Angie. Elle l'est toujours. Il la posa devant moi. Mes mains restèrent immobiles. J'étais incapable de bouger. Ma gorge était serrée, partagée entre le soulagement et le chagrin. Papa se leva brusquement, sa chaise basculant. « Nous sommes ta famille !» cria-t-il. « Tu ne peux pas nous exclure à cause d'un malentendu. » Le regard de grand-père se durcit. « Tu as raison. Ta famille, mais pas la mienne. » Silence. Un cri qui résonne plus fort qu'un hurlement. La voix de maman se brisa de nouveau. « Angelina, dis-lui qu'on peut arranger ça. » Je levai enfin les yeux, le regard fixe. On ne peut pas réparer ce qu'on a vendu. Marc ramassa les papiers et les rangea soigneusement dans le dossier. On commencera les répétitions demain matin.
Sarah se tenait silencieusement derrière grand-père, son expression indéchiffrable. De la pitié, peut-être, ou de la satisfaction. Grand-père expira longuement et profondément. « Joyeux Noël », dit-il doucement. « Pas à eux, mais à moi. » Il posa une main sur mon épaule. La même main qui m'avait appris à tracer des lignes droites quand j'étais petite. « Tu as toujours eu le sens de l'équilibre », murmura-t-il. Maman se couvrit le visage. Papa se détourna en marmonnant quelque chose d'inaudible. Peu importait. Leurs excuses n'avaient plus aucun poids. Je tins la clé froide dans ma paume et observai la pièce. Les lumières du sapin vacillaient. L'air embaumait le pain et la trahison. J'avais imaginé la vengeance comme une rage ardente, mais elle était silencieuse, comme la fin d'une longue chanson triste. Quand je suis enfin sortie, l'air nocturne m'a fouetté les joues. La neige avait recommencé à tomber, de doux flocons se déposant sur la rambarde du porche. Derrière moi, par la fenêtre, je voyais grand-père toujours debout, sa silhouette se détachant sur la lumière chaude. À l'intérieur, mes parents étaient assis, petits et silencieux, prisonniers de leurs propres mensonges. J'ai murmuré presque une prière. Ils voulaient que je mérite ma vie. Je l'ai fait. Et sur ces mots, je suis sortie dans la neige, libre, transie de froid et éveillée pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Personne n'a parlé de la nuit précédente, mais chacun en ressentait le poids. La voiture de maman et papa avait disparu au lever du soleil, ne laissant que 2 traces de pneus serpentant dans l'allée enneigée. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Grand-père m'a trouvée dans la véranda, assise avec une tasse de café froid. Ses gestes étaient plus lents que d'habitude, de ceux qui suivent une déception trop profonde pour être nommés. Il dit doucement, « Je leur ai fait trop confiance. Je pensais que l'argent suffirait à nous rendre honnêtes. » Je levai les yeux. « Tu as cru en eux. Ce n'est pas une erreur. » Il secoua la tête. « Tu m'as rappelé à quoi ressemble l'honnêteté. » Il fouilla dans sa veste, en sortit une enveloppe et la fit glisser sur la table. À l'intérieur, des papiers neufs, mon nom imprimé clairement en haut. L'acte de propriété, sans aucune signature manquante cette fois. « J'ai demandé à Marc de tout refaire hier soir, » dit-il. « C'est officiel. La maison est à toi et là leur sera réglée séparément. » Ma gorge se serra. « Grand-père, je ne sais même plus si j'en ai envie. » Il sourit, fatigué mais chaleureux. « Tu n'es pas obligé d'emménager tout de suite. Sache juste qu'elle t'attend, comme je serai toujours là pour toi. » Plus tard dans la semaine, la nouvelle se répandit dans les milieux d'affaires de Portland. Thomas et Lillian Brox avaient été discrètement écartés de plusieurs conseils d'administration. La réputation de la famille Brox, autrefois si brillante, était désormais légèrement ternie. Mais personne à l'extérieur ne connaissait la vérité. Je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe. Je n'éprouvais aucune rancune, juste un sentiment de légèreté. Autour d'un café avec Clara, je lui ai dit que je n'avais rien gagné. J'avais simplement cessé de me perdre. Elle a hoché la tête en souriant. Voilà à quoi ressemble la vraie victoire. En quittant le café, la neige avait fondu, laissant apparaître une fine pellicule brillante sur les trottoirs. Pour la première fois depuis des années, j'ai marché sans me retourner. Une semaine plus tard, j'ai pris la voiture pour Pacific Lan. La rue était calme, bordée de conifères saupoudrés de neige. La maison se dressait là, mur blanc, haute fenêtre, un porche accueillant comme une main tendue. J'ai pris place à l'intérieur, respirant l'air frais et pur, et j'ai levé la clé argentée vers la lumière du matin. Pour la première fois, je ne me sentais ni la fille de quelqu'un, ni la déception de quelqu'un. Juste moi. J'ai tourné la clé dans la serrure et murmuré, « Chez moi. » La justice ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de se tenir debout. Si cette histoire vous touche, partagez vos impressions et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de famille vraies comme celle-ci.